Fredo. Ça va? Ça va, ouais. C'est beau, c'est printemps. C'est vrai, c'est surprenant quand même. Vous n'en avez pas une telle chaleur, quoi. Après la pluie, le froid. J'hésitais à prendre le blouson ou pas. Je me suis dit, bon, je le prends pas, je vais peut-être avoir froid. Mais... hein. Ouais. Guillaume, bravo pour ta dernière vidéo, elle a fait beaucoup de vues. Hein. Ouais, je peux trouver attention. C'était laquelle de vidéo? Ben, je sais pas, Ah oui, c'est c'est la manif le samedi dernier. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors je t'ai dit une connerie parce qu'avec le bruit qu'il y a, Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Et non pas le petit-fils, comme je t'ai dit. Hein, voilà. Avec tout le bruit qu'il y a autour, Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV et non pas le petit-fils. Et on a parlé du Moyen-Âge et de Louis XIV. Alors c'est pas évidemment dans la vidéo. Louis XIV c'est bien après le Moyen-Âge. Hein. Louis XIV c'est la fin du XVIIe siècle et le tout début du XVIIIe siècle, tandis que le Moyen-Âge s'arrête à la Renaissance, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle. Hein. Donc voilà, Louis XIV c'est bien après le Moyen-Âge. Hein. Évidemment, c'est évident, mais dans le bruit, la précipitation samedi dernier, on a été un peu vite. Voilà. Et comment on va appeler notre époque dans le futur? Je sais pas. L'abomination, la déchéance Je sais pas. Peut-être une autre renaissance V2, quoi. Pour l'instant, c'est la morne plaine de Waterloo. On va dire que c'est la crotte, quoi. C'est pas trop. Enfin, disons que ce sera un terme assez grossier pour décrire la période d'aujourd'hui. Je sais pas comment on va l'appeler. Je sais pas comment ça va finir. Mais c'est vrai qu'on vit une époque qui est fascinante pour les progrès de la médecine déjà. Il y a beaucoup de maladies, par exemple cardiovasculaires. On en mourait il y a 40-50 ans, maintenant on les guérit. Hein. On vit une époque fabuleuse aussi pour le progrès technique. Hein. On voit bien avec Internet, avec l'IA, avec les portables, on pourrait plus faire sans nos portables, sans nos ordinateurs. Hein. Même si on se demande si on ne va pas être fliqué à l'avenir à cause de ça. Hein. Avec l'IA, tout ça. Mais par contre, on meurt dans les urgences maintenant. Bah oui. Par contre, c'est vrai que je pense souvent, tu sais, aux gens qui ont eu 20 ans à la fin de la guerre. Tout ce qu'ils ont connu au niveau artistique, que nous, on ne connaîtra jamais. Ils ont pu voir la Calas. Ouais, les cabarets. Oui, la cabaret d'après-guerre, à Saint-Germain-des-Prés, c'était après-guerre, il fallait revivre. Il y avait une période d'effervescence. Ils ont connu les cabarets d'après-guerre sous la rive gauche. Ils ont pu éventuellement voir la Calas sur scène, hein, une tragédienne extraordinaire, une voix extraordinaire, éternelle. Il y a eu aussi, j'aurais aimé voir aussi les adultes Jacques Brel à l'Olympia en 66. Ça devait être fabuleux quand ils chantaient Jeff, et qu'il éclaboussait tous les premiers rangs, viens là Jeff, ou ces gens-là quand il était en sueur. Voilà. Et puis tu sais, il y a eu toute la période liée dans les années 60 au rock'n'roll, l'avènement du rock'n'roll, l'avènement. Comment dirais-je, c'était une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Il y avait une effervescence culturelle, artistique, un vent de liberté. On quittait l'ancien monde en noir et blanc, on allait vers un monde en couleur. Il y avait plein de groupes de rock, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, les années 60, 70, l'après-mai 68, l'après les manifestations contre la guerre au Vietnam, tout ça. C'est les Chausses-Edouard, je crois. Oui, le départ en France, oui. Mais là, on renonçait aussi à la culture française. À l'époque, on devenait anglais, le hamburger, le chewing-gum. Des gens comme Brel, Brassens ou Ferré ont eu beaucoup de mérite pour pouvoir survivre dans cette effervescence du rock'n'roll, de cette musique anglo-saxonne. Il y avait des tas de groupes de rock à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y en a plein, ça naissait, ça mourait. Et évidemment, il y avait les Beatles, les Rolling Stones, il y avait The Doors, avec Jim Morrison, il y avait les Beach Boys, il y avait des tas de groupes de rock. Il y avait une effervescence culturelle, artistique dans le monde de la chanson, dans le monde du cinéma, du théâtre. Le nouveau cinéma. Ouais, c'est impensable maintenant ça. Il y avait un vent de liberté. Voilà. Maintenant, c'est l'éternel débat autour de mai 68. Est-ce que mai 68 a fait plus de bien ou plus de mal à la France? Parce qu'il y a eu un vent de liberté. Il faut se souvenir qu'avant cette époque-là, par exemple, quand on divorçait dans une famille, c'était dramatique. Hein, où il n'y avait pas de mère célibataire à l'époque. Les mœurs sont bien changées. Et mai 68 a permis aux mœurs de bien changer. Mais on a tué une certaine France. Mai 68 a tué aussi une certaine France. La France du patriarcat, presque là, je dirais, la France de l'Église aussi. Hein. Ouais, mais ça avait un goût un peu de... Il y avait comme une cellule familiale à l'époque, il n'y a plus maintenant. Hein. Mais le mai 68, je pense que c'était les Américains pour faire tomber... c'est venu des États-Unis, bien sûr. Ah ouais. Mais ça a fait beaucoup de bien d'un côté, mais beaucoup de mal de l'autre, mai 68. Le débat ne sera jamais clos. Hein.
comme sur Napoléon d'ailleurs. Et le débat ne sera jamais clos parce que ça a produit des très bonnes choses, mai 68, qui auraient pu d'ailleurs arriver plus tôt ou plus tard ou ne pas arriver. Mais ça a aussi produit des mauvais effets. On a tué une certaine France, les structures d'une certaine France. C'est vrai qu'on a considéré Napoléon comme un génie, mais il avait quand même la plus grande armée du monde à l'époque. Donc, quand il y a la plus grande armée du monde, c'est un génie, c'est obligatoire ça. Oui. Mais voilà, donc le débat sur mai 68 ne sera jamais clos. J'aurais aimé connaître aussi le Saint-Trope des années 60 et 70. Ça fait peut-être quelque chose. Heureusement la Brigitte Bardot à l'époque. Et heureusement que MeToo n'existait pas à l'époque. Il y avait un vent de liberté qu'on ne peut plus comprendre à l'heure actuelle. Et puis la drogue qui circulait. Mais tu sais, moi quand j'ai commencé à travailler à la banque dans les années 70-80, c'était une autre époque que maintenant. Ça fumait dans les banques. Ça buvait beaucoup, il y avait beaucoup de pots. Ça couchait aussi beaucoup. Moi j'ai connu des tas de couples illégitimes. Mais c'était permis, c'était autorisé à l'époque. Il y avait eu l'avortement aussi qui avait un peu libéré un peu les mœurs. Et ça a duré jusqu'aux années SIDA et puis la transformation de l'économie aussi, le capitalisme mondial et tout, voilà. La fameuse mondialisation qui était, soi-disant, l'intérêt pour nous, parce qu'on n'aurait plus besoin de produire, on n'aurait eu besoin que d'acheter, quoi. Et on vendrait nos services aux pays étrangers. Voilà, c'est le mythe de la France sans usine, le mythe qu'on allait remplacer l'industrie par les services, qu'on allait remplacer la production par la consommation. On voit où on en est à l'heure actuelle. On est au fond d'un fossé. On peut se demander s'ils étaient bêtes ou s'ils le faisaient exprès. Oui. En étant beaucoup plus grossier, parce que je pense à d'autres mots. Ça a été une très grave erreur dont on n'est pas sorti à l'heure actuelle. Parce que pour l'instant, on fait de la dette folle pour compenser tout ça. La planche à billets, dette folle, pour pouvoir permettre aux gens de bouffer un peu, de faire tourner un peu l'économie. Mais c'est complètement artificiel. Complètement artificiel tout ça. On en a souvent parlé. Voilà. On sabote les agriculteurs alors qu'on aurait un potentiel économique. On a sacrifié notre industrie, il reste plus grand chose. On est en train de sacrifier nos paysans. Je t'ai pas fait de bisous. Toi non plus d'ailleurs. Si tu veux, je peux te faire un bisou parce que je filme Patrick. Comme tu filmes, pardon. Et puis bientôt, on va sacrifier nos services aussi. Il n'y a plus rien rester. Il restera quand même le trésor public, la police, c'est quand même le plus important, pour ramasser ce qu'il y a à ramasser. Parce qu'on n'a pas fini de payer des impôts et des charges par-dessus la tête en France. Je sais qu'il n'y a plus grand-chose à ramasser là. Aussi, on a quand même un très bon taux d'épargne. On a un livret d'épargne. On a un très bon taux d'épargne en France. Je crois que c'est un des meilleurs en Europe et un des meilleurs au monde. 6 000 milliards. Ça, c'est le dernier billet qui va se faire, là, le patron, le Macron, quoi. Il va se faire un bon billet là-dessus. Après, il va peut-être toucher aussi à la propriété privée. La taxe foncière n'a pas fini de flamber, parce qu'il a supprimé la taxe d'habitation alors que personne ne voulait la supprimer, cette taxe d'habitation. Tu as des fonctionnaires, tu as des services en face qui fonctionnent. Donc la taxe foncière va flamber. Et comme il leur faut chercher du pognon à tout prix, parce que la France est en faillite, on n'a pas fini de se faire taxer un maximum, alors qu'on est déjà numéro 1 mondial des impôts par rapport au PIB. Déjà, la TVA sur les factures de gaz et l'électricité va flamber au 1er août 2025, passer de 5,5% à 20%. Ça va toucher et affecter toute l'économie, ça va être dramatique. Mais il y a aussi les frais de notaire qui augmentent, parce que la part sur les transactions d'immobilier, parce que la taxation de l'État va augmenter sur ces transactions immobilières. Mais il y a plein de choses qui augmentent en ce moment, des taxes, des impôts, et c'est pas fini. On parle aussi d'interdire les gens qui se chauffent au bois, qui chauffent leur cheminée, qui mettent du bois dans leur cheminée pour se chauffer. Évidemment, parce que c'est pas taxé, ça. C'est gratuit. Voilà, mais ça ne fait que commencer tout ça. Et est-ce qu'on aura le droit de se chauffer avec son trottoir dans les poubelles? Parce que franchement, quand j'avais vu les poubelles qui brûlaient, je me disais, 30 ans, c'est l'énergie qui est gaspillée. Donc on n'a pas le droit de brûler le bois pour l'écologie, c'est ça, pour la survie de la terre, je sais pas trop quoi. C'est toujours pour le bien, c'est toujours pour le bien qui nous taxe, qui pondent des normes, des réglementations qui nous étouffent. C'est toujours pour notre bien. C'est pour notre bien qu'ils prennent nos biens. Voilà, et puis, oui, de toute façon, s'il y a un jour un état de guerre est déclaré, ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits pour nous confisquer nos avoirs financiers, nos avoirs immobiliers.
ils ont tous les droits là. Nous s'est envoyé avec un pistolet à bouchon en face d'une armée. Il y a un bon mot qui court sur Macron en ce moment dans Paris, qui est excellent et qui résume toute la situation. Parce que Macron peut faire des conférences de presse comme il veut, déclarer la guerre à la Russie comme il veut, remuer ses fesses comme il veut. Mais il y a un bon mot qui court dans Paris sur Macron. Macron est incapable de faire la guerre et Macron est incapable de faire la paix. C'est tout à fait vrai. Macron est incapable de faire la guerre et Macron est incapable de faire la paix. De toute façon, il est complètement hors jeu. Face à Trump et Poutine, il est complètement hors jeu. Oui. Il serait capable de déclarer la guerre à l'Amérique et à la Russie en même temps. Oui. En plus, la Russie est alliée militairement avec la Chine. Alors que la France ne serait même pas capable de battre la Suisse. Non. Mais j'ai vérifié sur Internet. Je te disais la fois dernière que la Russie est une des plus grandes puissances militaires et nucléaires du monde. C'est vrai, la Russie, d'après certaines études, est la première puissance nucléaire du monde. Tu te rends compte ? Et elle serait la deuxième puissance militaire du monde après les USA. Qu'est-ce que tu veux que nous, on aille déclarer la guerre à la Russie? On a une armée qui manque de moyens, on raconte partout dans tous les grands services d'espionnage mondiaux que la France est capable de tenir une guerre d'envergure à condition qu'elle ne dure pas plus de 4 ou 1 jours. On manque complètement de moyens, on ne va pas déclarer la guerre à la Russie, qui est la première puissance nucléaire du monde et la deuxième puissance militaire du monde, alliée en plus aux Chinois. Pourquoi pas déclarer la guerre aux Américains pendant qu'il y est l'autre? Mais je l'ai vu, moi je ne regarde pas le Macron, mais je l'ai vu 30 secondes l'autre jour, quand il parlait à la télé, il avait les yeux exorbités. Il est bizarre ce mec. Il avait les yeux exorbités, il était comme possédé. On aurait cru un homme possédé, les yeux exorbités, c'est très inquiétant. Il devait avoir des produits qui l'aidaient qui le stimulaient, on va dire quoi. Je ne sais pas ce qu'il a, ce garçon, mais c'est très inquiétant. Il avait les yeux exorbités, on avait l'impression qu'il était possédé, que c'était pas lui qui parlait, c'est très inquiétant. Enfin, faire la guerre, mais Poutine, moi je ne suis pas pro-Poutine, mais Poutine ne veut pas envahir la France. Je veux dire, Poutine ne l'a pas déclaré la guerre à la France. Pourquoi on irait entrer en guerre contre... C'est comme le Covid aussi à l'époque, le confinement c'était une ineptie. C'est en fait juste, disons, un prétexte pour piquer dans la poche des Français, c'est tout. Non mais... le d'épargne français est trop attrayant, quoi. Ah bah les 6 000 milliards d'euros qui dorment sur les comptes d'épargne, oui c'est sûr que... Mais j'ai toujours dit, j'y croyais pas personnellement. Capter l'épargne, les Français, c'est essentiellement investi en obligations d'État français, donc ça vaut rien. Et par contre, ils peuvent taxer l'épargne. Mais s'ils le font, ça va... Tu sais, l'économie repose à 50% sur la confiance. C'est ce que disait Raymond Barre. Pour moi, l'économie repose sur la confiance et sur la stabilité. Si tu taxes l'épargne des Français, les Français n'ont pas du tout apprécié, vont se contracter leurs dépenses, moins consommer, être frileux, donc ça sera mauvais pour la croissance économique française. Déjà qu'il n'y en a plus, qu'on est en récession, parce que les 0,5 ou 0,9% soi-disant de croissance qu'on a, c'est complètement alimenté par un déficit public monstre. La France est en récession, comme l'Italie, la troisième puissance. C'est pareil que nous, ils ont 0,7% de croissance alimentée par un déficit public monstrueux. La première puissance, l'Allemagne, qui était jusqu'à présent le moteur de la croissance économique en Europe, est en récession pour la 3e année consécutive. Et à mon avis, c'est ça qu'ils veulent cacher. C'est une diversion, ça. La soi-disant guerre contre la Russie, c'est une diversion de nos dirigeants européens pour masquer le bilan économique et financier catastrophique de l'Europe. L'Europe, c'est quasiment que des pays en récession ou en quasi-récession, des pays désindustrialisés, des pays soit en faillite, soit proches de la faillite, avec un taux de natalité très faible. Va voir le taux de natalité en Italie, en Allemagne, en Espagne, c'est quasiment 1,2, 1,3 enfants par ménage. C'est dramatique. Malgré l'immigration, c'est dramatique. Donc, et puis, non, ils veulent cacher ces diversions, ils veulent cacher la faillite de cette zone euro, et ils veulent cacher les circuits de corruption aussi, parce que la Ursula von Leyen,
son précédent poste, elle a été ministre des Armées en Allemagne. Elle a été virée du poste des ministres des Armées en Allemagne pour plusieurs affaires de corruption. Et on trouve rien de mieux que de la foutre à la tête de la Commission européenne. Ben, elle a recommencé. Parce qu'avec l'affaire ukrainienne, crois-moi qu'il y a des milliards qui ont disparu, hein, entre Bruxelles et Kiev, parce que là aussi l'Ukraine est un des pays les plus mafieux du monde. Hein. C'était référencé ainsi avant la guerre en Ukraine. Donc entre Bruxelles et Kiev, à mon avis, il y a des milliards qui sont partis à droite à gauche et pas dans les poches des militaires ukrainiens. Donc ils veulent cacher, c'est une diversion cette guerre, soi-disant guerre contre la Russie. C'est une diversion pour cacher au peuple la catastrophe de cet euro, catastrophe en matière économique et financière, et pour cacher aussi tous les circuits de corruption, hein, voilà, qu'il y a en Europe et à la Commission européenne. Voilà, c'est une diversion, mais enfin, ils veulent pas qu'on soit confronté à la réalité, hein, ils veulent cacher la réalité. Mais la réalité, elle va s'imposer un jour ou l'autre. Hein. C'est sûr, quand tu avances en direction d'un mur, à un moment ou à un autre, tu le rencontres. Quoi. Bah oui. Bah oui. Donc, on est dans une période où cette guerre contre la Russie, enfin, quoique Macron sur tous les sujets a dit blanc, a dit noir à quelques semaines d'intervalle, hein, sur les retraites, sur la Palestine, sur le Sahara occidental, il a dit blanc, il a dit noir à quelques semaines d'intervalle. Là, par certains jours, il tient un discours extrêmement guerrier contre la Russie, et certains jours, il dit « Ah non, il n'est pas question d'envoyer les soldats français sur le front ukrainien ». De toute façon, les États-Unis n'enverront pas d'hommes en Ukraine. Même du temps de Biden, il n'était pas question pour les Américains d'envoyer des soldats sur le front ukrainien. Donc c'est pas maintenant avec Trump qu'ils vont envoyer des soldats sur le front ukrainien. Donc si les Américains n'y vont pas en Ukraine, nous, on n'ira pas. La France n'ira pas, même avec quelques autres pays européens. Quoiqu'il y a beaucoup de pays européens qui sont pro-américains quand même. Qui copient qui sont quasiment des colonies américaines en Europe, genre la Belgique, genre l'Italie, l'Allemagne, oui. Oui, parce qu'en plus, il y a des pays en Europe, merci Bill, comme l'Allemagne, qui achètent tous leurs armements aux États-Unis. Hein. Sur les bombes atomiques américaines, comme les Belges. Ouais. Donc il faut bien comprendre que tu as des tas de pays en Europe qui copient la stratégie américaine, qui sont des copier-coller américains en Europe. Ils vont pas envoyer des hommes ukrainiens. Ils vont pas se fâcher avec l'administration américaine. Hein. D'accord. Voilà, donc tout ça, normalement, nous, on doit être là-bas au bled. La guerre contre la Russie, hein, c'est une diversion. C'est une diversion pour, d'une part, cacher le désastre économique et financier de la zone euro, et pour cacher tous les circuits de corruption qu'il y a au niveau de la Commission européenne. Et aussi pour faire un petit billet au passage. Ah bah oui. Ah, vous allez tous l'avoir dedans. Bah ok, je te remercie. Merci Fredo. L'éducation, c'est...